Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de l'esplanade du Palais de la Présidence où le Président de la République nous a fait l'honneur de nous recevoir pour échanger sur le bilan de la première année de son mandat et discuter des perspectives. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Nous n'avons pas un seul instant douté de votre disponibilité malgré votre agenda de chef d'État à vous prêter à nos questions parce que nous savons votre engagement et vos actes, les actes que vous avez posés en faveur de la liberté de la presse. Pour vous poser toutes les questions, y compris celles que nous appelons dans notre jargon les questions qui fâchent, sur le bilan de la première année de votre mandat et sur vos priorités pour la seconde année de votre quinquennat. J'ai à mes côtés des confrères, 4 confrères. Vous avez Inazdan Moukela de la Voix du Sahel. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez Monsieur le Président Momoni Maman Lawali de la radio-télévision Dunia. Bonsoir. Ténéré. Bonsoir. Vous avez Monsieur Idrissa Razak de la radio Ampani. Bonsoir. Bonsoir. Et vous avez Nafissa Diori de la télévision Dunia. Bonsoir et joyeux anniversaire. Bonsoir, merci. Monsieur le Président, vous m'avez l'air très en forme. Vous l'êtes réellement ou est-ce l'image que vous voulez donner aux concitoyens qui nous suivent en ce moment? Écoutez, je vous remercie de me faire ce compliment. C'est vrai que ça fait 1 an que j'ai été investi. Et depuis 1 an, je me suis efforcé avec le gouvernement à mettre en œuvre le programme de renaissance sur la base duquel le peuple nigérien m'a fait confiance. Je pense que le bilan qu'on peut faire, je le dis d'entrée, est globalement positif et très positif. Le gouvernement a fait un travail remarquable. Rappelez-vous, le programme de renaissance, on peut le résumer en quelques mots. Ce programme vise à réaliser, comme je l'ai dit, à l'occasion du discours d'investiture, l'alliance de la liberté et du pain. Et cette préoccupation de réaliser cette alliance de la liberté et du pain se retrouve à travers toutes les priorités du programme. La première priorité, comme vous le savez, c'est la stabilité des institutions démocratiques et républicaines. La deuxième priorité porte sur la sécurité des personnes et des biens. La troisième priorité porte sur l'initiative troisième. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. La quatrième, les infrastructures de communication, de transport, les infrastructures énergétiques. La cinquième priorité, c'est l'éducation. La sixième, la santé. La septième, l'accès à l'eau. Et la huitième, la création d'emplois. Vous voyez bien que je suis en forme. J'ai rappelé au moins les priorités de mon programme par cœur. Alors, Monsieur le Président, si vous le voulez bien, nous allons passer en revue donc, tous ces différents axes de votre programme que vous venez d'évoquer. Nous commencerons par votre gouvernance où vous avez promis de mettre en œuvre des réformes institutionnelles de grande envergure et de faire du Niger un État démocratique fort et stable. Avant de passer la parole aux confrères qui ont des questions précises donc, sur les différents volets donc, de ce programme, nous allons, Monsieur le Président, vous demander quelles sont vos réalisations les plus significatives dans ce domaine. Alors, dans le domaine de la gouvernance, qui, il faut le dire, a 2 aspects. Il y a l'aspect gouvernance politique et puis l'aspect gouvernance économique. Et je pense qu'au niveau de ces 2 aspects de la bonne gouvernance, des résultats importants ont été obtenus. D'abord, ce qui est important, c'est que nous nous sommes efforcés de mettre en place
des institutions fortes. Le Niger n'a pas besoin d'hommes forts. Le Niger a besoin d'institutions fortes. Et il me semble que depuis un an, nous sommes attelés à mettre en place ces institutions. Et toutes ces institutions ont pleinement joué leur rôle, que ce soit l'Assemblée qui a très correctement contrôlé l'action gouvernementale, ou la justice qui a été indépendante et par rapport à laquelle il n'y a jamais eu d'intervention de l'exécutif. Nous avons veillé à ce que la justice soit effectivement cette justice déléguée à laquelle j'ai toujours fait allusion, c'est-à-dire rendue au nom du peuple nigérien, et non pas la justice du prince, la justice rendue au nom du prince. Donc les institutions ont bien fonctionné. Mais il n'y a pas que ces institutions que je viens de signaler, il y a d'autres institutions comme l'opposition. Et il y a d'autres pouvoirs, le quatrième pouvoir c'est vous, et également il y a la société civile. Il me semble que pendant cette première année, chaque acteur a pleinement joué son rôle, a bien joué son rôle. Si je prends le cas de l'opposition, je lui rends hommage, elle a assumé son rôle de contre-pouvoir, parce que c'est important, s'il n'y a pas de contre-pouvoir, on s'assoupit. S'il n'y a pas d'opposition, on s'assoupit. S'il n'y a pas des acteurs qui assument la veille, on s'endort. Et je voudrais remercier tous les acteurs qui nous ont permis de rester éveillés, qui nous ont permis qui nous ont empêchés de ne pas nous assoupir. On reviendra certainement sur la presse et sur le rôle de ces différents acteurs. En tout cas, je peux considérer, après un an, que les institutions mises en place de la 7e République fonctionnent très bien. Vous avez une question à poser à M. le Président par rapport à ce volet de son programme? Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir. Excellence, sur les 8 axes prioritaires que vous avez listés tout à l'heure, au deuxième rang figure la sécurité des biens, mais également des personnes. Ici, ajouté à votre défi initial d'autres complications, la crise en Libye, c'est-à-dire la partie nord de notre pays, il y a la menace Boko Haram dans le sud du Niger, et maintenant cette crise malienne. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les menaces réelles pour notre pays et les mesures sécuritaires supplémentaires qu'exigent de telles complications? Bien, la sécurité est une question importante pour nous. Et dès le départ, ce que je peux dire, c'est que nous avons pu établir le bon diagnostic par rapport aux menaces auxquelles notre pays est exposé. Rappelez-vous, dès le départ, on avait très clairement perçu que la frontière entre sécurité intérieure et sécurité extérieure disparaît de plus en plus, compte tenu de la mondialisation des menaces. Dès le départ, nous avions identifié très clairement les menaces auxquelles le Niger était exposé et est toujours exposé. La menace des organisations terroristes, qu'elles se situent au nord ou au sud, la menace des organisations criminelles, de trafic de drogue, de trafic des armes, de trafic humain même, et également les menaces des forces centrifuges. On a eu à mettre l'accent là-dessus. Et ce n'est pas les seules menaces qu'on a identifiées dans le diagnostic. On avait très tôt compris aussi qu'à ces menaces s'ajoutent les conflits possibles intercommunautaires, les braquages sur les axes routiers, le banditisme urbain, le vol à main armée, notamment le vol de gros bétail. Une fois que ce diagnostic a été posé, nous avons aussi perçu une autre chose, c'est la position centrale que le Niger occupe au Sahara. Vous savez, le Sahara a deux parties. Il y a la zone du Sahara occidental et la zone du Sahara oriental. Et il se trouve que le Niger appartient à ces deux zones. Si je prends le cas du Sahara occidental, il comprend la Mauritanie, l'Algérie, le Mali et le Niger.
si je prends le cas du Sahara oriental, il comprend le Niger, la Libye, le Tchad et le Soudan. Donc dans les deux cas, on trouve le Niger. Ce qui veut dire que le Niger, en cas de menace venant de l'une ou l'autre partie du Sahara, le Niger est exposé, le Niger est vulnérable. Partant donc de tout cela, nous avons envisagé des solutions que nous avons mises en œuvre. D'abord, il faut le dire, il fallait que les institutions qui doivent s'occuper de la sécurité se mettent en place. Ce qui a été fait avec la mise en place du gouvernement. On sait aussi qu'on a un état-major des armées, on a un haut commandement de la gendarmerie, on a un haut commandement de la garde nationale, on a une police nationale, etc. Mais en plus de ça, nous avons mis en place, conformément à la Constitution, le Conseil national de sécurité. Et ce Conseil national de sécurité a joué un rôle remarquable dans la gestion des menaces auxquelles notre pays est exposé. Et je peux vous le dire, ce conseil qui rassemble la plupart des responsables des institutions que je viens de citer se réunit une fois par semaine. Et une fois par semaine, il fait le point sur les menaces et prend des décisions pour parer, pour contrer ces menaces. Et nous avons mis en place un certain nombre de solutions, deux types de solutions. Le premier type de solution est sécuritaire. Nous avons essayé de mettre les forces de défense et de sécurité en situation de faire face aux menaces qui ont été amplifiées, il faut le dire, vous l'avez dit d'ailleurs, par la crise libyenne, qui n'existait pas au moment, ça existait d'ailleurs, mais elle n'avait pas pris l'ampleur qu'elle a prise par la suite, avec tout ce que cela implique de dissémination d'armes, de groupes armés qui arrivaient sur notre territoire et sur le territoire des autres pays sahéliens. Donc, première solution sécuritaire. Et par rapport à cette solution, nous avons essayé de mettre les forces de défense et de sécurité en situation de répondre aux menaces. Nous avons renforcé leur capacité opérationnelle. Nous avons renforcé leur capacité de renseignement. Nous avons aussi accru les effectifs. Nous les avons formés, nous les avons entraînés, nous les avons, comme je l'ai dit, équipés. Et nous avons essayé de créer les conditions du renforcement de leur morale. Ensuite, nous avons tout fait pour que l'État garde ce que j'ai appelé ce monopole de la violence, qui consiste à dire qu'aucun groupe armé ne peut, en dehors de nos forces de défense et de sécurité, ne peut exister au Niger. Et cette doctrine qu'on a mise en place depuis avant mon élection et qu'on a essayé de mettre en œuvre, nous a permis d'empêcher à ce que des groupes armés venus de Libye s'implantent sur notre territoire. Et c'est le lieu de saluer le courage des forces de défense et de sécurité qui ont pu faire face avec beaucoup de voyance à la situation et qui ont empêché à ce que ces groupes armés puissent s'implanter au Niger. Il y a eu aussi beaucoup d'opérations de récupération des armes de guerre. Nous avons une haute autorité à la considération de la paix qui a fait beaucoup d'efforts dans ce domaine-là. Et nous avons également, le gouvernement a organisé des forats sur la paix, sur la sécurité, pour sensibiliser les populations sur cette question importante. Ça, c'est le premier volet de la solution. C'est la première solution. Mais nous sommes conscients du fait que la solution aux menaces n'est pas que sécuritaire. Et c'est pour cela que nous avons envisagé une deuxième solution à moyen et long terme, celle-là, qui est relative à la question du développement économique et social et à l'encadrement administratif des populations. Cette solution, en ce qui concerne l'encadrement administratif des populations, vous le savez, nous avons essayé de rapprocher l'administration des administrés avec le redécoupage que nous avons fait, les départements supplémentaires qu'on a mis en place, la transformation des postes administratifs en départements, et tous les départements ont été équipés de moyens roulants afin que
les cadres de commandement puissent se déplacer, puissent être présents dans les villages, afin que dans les villages, on puisse sentir la présence de l'autorité, la présence de l'administration. Mais le plus important dans ce volet-là, c'est la question du développement économique et social de la zone nord. Nous avons conçu, avec en particulier nos partenaires de l'Union européenne, un programme extrêmement important qui porte sur, dont le nom est Programme Sécurité-Développement dans les zones nord. Et c'est un programme qu'on a évalué à plus de 1266 milliards de francs CFA. L'objectif sera de faire des écoles, de faire des centres de santé, de faire des infrastructures routières, de créer les conditions de l'accès à l'eau des populations, etc. etc. Donc voilà comment nous avons pu, pendant cette première année, gérer les problèmes de sécurité, qui sont des problèmes très difficiles, mais par rapport auxquels on a pu prendre les dispositions pour protéger le Niger, pour protéger les Nigériens et pour protéger les biens des Nigériens. Et encore une fois, je profite de l'occasion que vous m'offrez pour rendre un hommage mérité à nos forces de défense et de sécurité. Excellence, pour coller au même registre sécuritaire, je vais juste insister sur un fait, c'est cette série d'incendies spectaculaires rien qu'à Niamey. C'est d'abord le ministère de la Justice, la DGI, le marché de Yantala, puis le petit marché de Niamey. Des enquêtes sont menées ici et là. Qu'en est-il des résultats de ces enquêtes-là? De quoi s'agit-il exactement? Alors, ce sont des incendies qui nous préoccupent beaucoup. D'abord, l'incendie du ministère de la Justice. Ensuite, l'incendie récent du marché de Yantala. Et hier encore, on a enregistré l'incendie du petit marché. Il y a eu d'autres incendies, malheureusement, à l'intérieur du pays. Alors, les enquêtes sont en cours par rapport à tous ces incendies, en particulier en ce qui concerne l'incendie du ministère de la Justice. Mais nous ne perdons pas de vue la nécessité de mener des enquêtes également en ce qui concerne les autres incendies. Alors il faut dire, en ce qui concerne les incendies dans les marchés, il faut le reconnaître, les marchés sont très mal organisés. Les marchés sont très mal structurés. Et même quand ils le sont, malheureusement, par la suite, il y a des occupations qui obstruent même les voies à l'intérieur des marchés qui puissent permettre de faciliter les interventions des sapeurs-pompiers en cas d'incendie. Nous avons, comme vous le savez, un grand projet ici à Niamey. C'est le projet Niamey-Niala. Ce projet prévoit, on va certainement revenir sur ce projet plus tard, mais j'en parle ici à l'occasion de la question que vous me posez. Ce projet prévoit aussi la restructuration des marchés. Le petit marché qui a malheureusement brûlé hier, ainsi que le grand marché. Donc nous voulons, pour mettre fin à cette série d'incendies, restructurer les marchés, moderniser les marchés avec des voies d'accès, avec des voies de circulation, avec des installations électriques qui répondent aux normes. Parce qu'il peut... il est possible que ce soit des courts-circuits, par exemple, qui soient à l'origine de ces incendies. Et les courts-circuits sont liés à la défectuosité, parfois, du matériel de mauvaise qualité qui est installé. Monsieur le Président, la bonne gouvernance, c'est aussi l'assainissement. Il y a eu beaucoup d'affaires sur lesquelles on ne vous a pas entendu. Nafissa, peut-être une question. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. Monsieur le Président, comment interpréter de la part d'un fervent défenseur tel que vous l'application de l'arrêt 005 du 15 février 2012 relatif à la violation de la Constitution dans l'attribution d'un marché à un député de votre majorité? Pourquoi avez-vous mis du temps pour donner suite à l'arrêt du Conseil malgré votre serment? Je n'ai pas mis du temps, madame. Le plus important, c'est que l'arrêt ait été respecté, ait été appliqué. Et dès que cet arrêt a été pris par le Conseil constitutionnel, auquel nous rendons hommage, parce que voilà une preuve que nos institutions fonctionnent correctement
et on les laisse fonctionner librement, parce que c'est ça la démocratie. Et donc dès le lendemain de la prise de cet arrêté, vous vous rappelez sans doute, le marché en question a été annulé. Donc la source de violation a disparu à partir du moment où le marché a été annulé. C'était ça le plus important. Pour le reste, c'est une question politique, c'est d'autres aspects qui peuvent être pris en compte, mais le plus important que le gouvernement avait à faire, c'était d'annuler le marché, et il l'a fait. Et nous avons donné là la preuve de notre souci de respecter la justice, de respecter les décisions de la Cour du Conseil constitutionnel. Du reste, comme nous l'avons démontré, je vous donne un exemple. Il arrive que l'État ait des contentieux avec des citoyens. En 2011, nous avons versé en dédommagement des victimes des actes de l'État près de 4 milliards. Ce qui prouve que l'État lui-même n'est pas au-dessus des lois. Nous prouvons là aux citoyens que l'État aussi est soumis aux lois. Et c'est comme ça qu'on construit l'État de droit. Mais les gens estiment que vous avez réagi après la motion de censure de l'opposition. La motion de censure a été votée quand, madame? Hier. J'ai réagi bien avant. Le marché n'a pas été retiré hier. Le marché a été retiré dès le lendemain de l'arrêt du Conseil constitutionnel. Mais pourquoi vous avez attendu tout ce temps? Il a fallu avoir